Merci Monsieur le Président, bonjour messieurs, merci pour vos interventions. L'intégration systématique des drones dans la gamme des options stratégiques est relativement récente en France, par comparaison avec les États-Unis où ces technologies sont domestiquées depuis les années 2000. Le conflit ukrainien a banalisé ces usages, ça a été dit, à tel point que c'est désormais un point de passage obligé sur le théâtre des opérations. Je ne reviendrai pas sur les causes du retard à l'allumage français ou l'évaluation rétrospective de ce qu'il aurait fallu entreprendre, mais plutôt sur les modalités d'organisation de la filière drone militaire et dans quelle mesure celle-ci est adaptée. J'aurais 3 questions qui concernent donc les drones plutôt aériens. D'abord, la planification des capacités pour surmonter le trou diagnostiqué ces dernières années. Cela a été dit, le 17 juin 2024 à Eurosatory, le ministre des Armées a signé un pacte des drones aériens de défense dans l'objectif de structurer la filière par une stratégie d'achat idoine et de répondre ainsi aux besoins urgents des armées. Sous l'autorité de la DGA et l'influence du J4, ce pacte se veut ambitieux. Il s'agit entre autres de livrer un premier lot de 1000 drones d'entraînement à bas coût pour l'exercice Orion 2026. Au-delà des effets d'annonce optimistes, on aimerait avoir davantage d'éléments sur la structuration concrète et le pilotage de cette filière drone. Certes, cette organisation est en rodage, les commandes sont à peine passées, mais il nous paraît légitime de disposer d'informations complémentaires dans la perspective d'une économie de guerre en particulier, comment organiser et maintenir les cadences de production et surtout de livraison lorsque les activités et intérêts d'autant d'acteurs en coopétition dans le meilleur des cas sont à synchroniser durablement. Pensez-vous réaliser des économies d'échelle et éviter une érosion des ressources par SMH sur des PME ou des startups qui n'ont pas encore complètement validé leur technologie et surtout leur capacité à honorer des commandes. Deuxièmement, et dans la continuité, la structuration de la filière française pose la question de l'éventuelle coopération industrielle avec d'autres nations tout aussi intéressées par ces technologies dans un contexte de guerre commerciale avec les industriels chinois, états-uniens, turcs ou israéliens. Depuis 2020, un contrat de réalisation a été signé entre les partenaires européens pour développer l'Eurodrone, après des années de négociations. Or, pour X raisons qui ont été discutées cet automne au Parlement, les premières livraisons ne sont envisagées aujourd'hui qu'au tournant des années 2030. Cette stratégie partenariale est-elle la bonne, ou bien celle qui consiste à approfondir l'autonomie stratégique française de part en part? Une alternative souveraine existe, notamment le Haroc. Vous paraît-elle plus préférable? Est-il plus pertinent de concentrer les efforts, j'ai presque fini, sur la production nationale de champions fortement intégrés plutôt que d'être exposé à des arbitrages très incertains avec les partenaires européens et tenter d'équilibrer les modèles économiques par une stratégie d'exportation bien ciblée? J'avais d'autres questions, mais je vais devoir me censurer. Non, vous êtes à 2 minutes 30 le temps et à 2 minutes, je suis vraiment désolé. Vous avez déjà... C'est passionnant, je le sais, vous avez raison. Peut-être que vous pourrez reposer une question tout à la fin si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie. Très vite, sur la première question, l'organisation et la structuration de la filière. Donc j'en parle parce que j'ai participé à la création de l'ADIF pour en fait regrouper les industriels français. Vous avez raison, on est plein de petites boîtes de drones. Alors Parrot émerge, mais il y a quand même beaucoup de petites entreprises. Si on revient au niveau historique, les constructeurs automobiles, il y a une centaine d'années, je pense qu'il y en avait aussi pléthore, et ils n'étaient pas très bien structurés. Mais vous avez raison que c'est un objet qui est difficile à appréhender pour l'État. La DGA, telle qu'il représente la BITD, c'est 9 MOI et 4000 PME sous-traitantes. En fait, les boîtes de drones, la trentaine de boîtes de drones de la DIF, on est quasiment tous des MOI. Donc on est des petits MOI. Et il y a une assimilation à PME. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'État, sur un certain nombre de domaines, sur les avions de chasse, il a un interlocuteur. Et puis après, son interlocuteur, Dassault, se débrouille avec ses sous-traitants. Sur les chars, c'est pareil. Voilà. Sur les drones, il y a 30 petites boîtes qui arrivent et qui disent toutes « moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur ». Et donc, le système n'est pas forcément adapté à ça. Et c'est pour ça que l'industrie, en tout cas, a choisi de se structurer, de se fédérer pour amener un peu d'ordre tout ça. Et finalement, la DIF, le pacte drone, amène ces structurations qui me paraît en bonne voie. Et juste, je ne réponds pas complètement à votre deuxième question, mais c'est quelque chose qui m'est cher. Donc, on voit qu'il y a des petites confusions depuis tout à l'heure. On dit « ah mais moi je fais des petits drones, moi je parle de l'Eurodrone ». Je reprends la citation célèbre, mais mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. En fait, aujourd'hui, un drone, ça désigne à la fois un jouet de 30 grammes et un bombardier de 10 tonnes. Et donc, on est souvent dans la confusion sur ce dont on parle. J'encourage l'Académie à peut-être lancer des travaux pour trouver les 30 mots pour désigner toutes les sortes de drones, comme les Esquimaux, ou 30 mots pour désigner la neige. Moi, j'ai peut-être un élément de réponse là sur le choix entre les coopérations européennes, les grands programmes de coopération versus le soutien d'une industrie qui investit et qui exporte. Nous, côté XL, l'expérience qu'on a, c'est que les réussites qu'on a à l'export, effectivement,
sur des projets ou des produits sur lesquels on a investi en propre sont plutôt ce qui nous permet en fait de se positionner sur des programmes d'acquisition européens bien, et c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe que dans l'autre sens où un programme nous finance des drones et du développement donc de nouveaux produits. Donc ça c'est vraiment notre expérience et c'est la capacité d'une ETI à investir, hein, comme mes collègues l'ont dit, qui permet ça, et la rapidité, l'innovation et la vitesse à laquelle on va, qui fait qu'on est effectivement bien positionné à l'export et probablement dans certains sujets beaucoup mieux à l'export qu'en France parce que l'export, soit pour des raisons de marché, soit pour des raisons de crise, là on a cité le cas de l'Ukraine, enfin les pays soumis à la guerre vont plus vite, entre guillemets, ont une nécessité fait loi, doivent investir et se développer. Donc ça nous, c'est le modèle qui nous paraît le mieux marché, en tout cas pour notre entreprise. Et puis vous avez parlé de souveraineté. Nous, alors le point important, c'est que ce qu'on fait quand même nous chez XL, c'est qu'on est en mode souveraineté presque complète, c'est-à-dire qu'on a une intégration verticale de nos produits et on n'est pas complètement sûr de tous les composants, toutes les cartes, mais on va quand même sur l'ensemble de nos produits à maîtriser notre supply chain jusqu'au bout. Donc ce qui nous permet quand même d'avoir confiance. Si on se dit on passe en économie de guerre, on nous demande produisez et produisez beaucoup plus pour le compte de la défense avec des garanties d'approvisionnement, si on peut dire. Nous, on sait répondre de manière, alors peut-être pas 100% positif, mais au moins 95-90% positif à ça, parce que c'est la structure de ce qu'on fait et c'est parce que c'est la façon dont on a de le maîtriser, bien le maîtriser. Donc ça, c'est un des points. Donc la souveraineté, là-dessus, je dirais, elle est liée au fait que c'est une stratégie industrielle pour nous, mais c'est aussi une capacité qu'on offre à la défense. Hein. Et je pense que mes collègues, au-delà de certains sujets, effectivement, vous avez cité sur les batteries, nous, on a une maîtrise de la batterie également, hein, en France. Et sont un peu dans le même cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Et donc, c'est aussi la force qu'on a des ETI, PME ETI, disons, que nous sommes. Non, j'avais une question sur les drones spatiaux, mais je la garde pour moi, hein, parce que là, je serais vraiment hors sujet. Mais j'ai une brève question qui est peut-être plus conjecturale, et peut-être aussi hors sujet, on va voir, hein, et j'ai des scrupules à la poser, puisqu'elle participe de la confusion sémantique, hein, de l'élasticité du terme, et en même temps qui dit beaucoup sur la construction culturelle de l'objet drone. J'aimerais avoir, si vous avez des réflexions sur l'état et les développements en cours d'une nouvelle classe de drones, dits hypersoniques, capable en théorie d'emporter des charges utiles réservées à la surveillance classique ou des charges explosives pour les plus lourds. Des drones qui, pour certains, sont propulsés à l'hydrogène. Enfin, il y a des développements dans ce sens-là. Et je pense en particulier au projet de l'entreprise Destinus, qui est basée en Suisse, enfin qui était peut-être, dont le fondateur, dissident russe et entrepreneur du New Space, cherche à s'implanter en France. Et dont la presse a révélé qu'en fait, l'essentiel de l'activité consiste désormais à livrer des drones d'attaque low cost à l'armée ukrainienne. Y a-t-il lieu d'investir dans ces capacités qu'on imagine susceptibles de conférer un avantage stratégique aux armées dans l'hypothèse qu'un jour elles deviennent opérationnelles? Messieurs, la parole est à vous. La question qui tue. Bon. Je pense que votre question, enfin, c'est comme ça que je la prends, vous, madame, sur la situation en Ukraine, elle montre en fait comment la high-tech, cette nouvelle industrie, est en train de se faire. Comment c'est en train de se faire, comment ça marche, etc. La question, c'est est-ce que vous connaissez les drones ukrainiens? Alors, en Ukraine, je crois qu'il y a au moins 200 fabricants de drones. Souvent, c'est des entrepreneurs vraiment très dynamiques. Mais il faut bien voir que l'Ukraine, sur la carte du monde de la high-tech, c'est nulle part. Ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas d'industrie du logiciel, ils n'ont pas d'industrie du capital risque. Donc, les Ukrainiens, ils montrent ce qu'on peut faire avec très peu de structures. Si jamais la guerre arrive en Corée, à Taïwan, en Chine,
alors là, on va être comme, je sais pas moi, les fabricants de téléphones GSM des années 90 face à l'iPhone. Donc on va être complètement débordé. Il faut voir le problème de la high-tech européenne. Pour faire un rapport rapide, c'est qu'en fait, la high-tech européenne, elle n'a jamais réussi, pour des raisons, ça pourrait être un débat sans fin, mais elle n'a jamais réussi à passer à l'échelle. C'est des exceptions. Dassault Systèmes, les boîtes qui sont des succès en Allemagne ou en France, c'est des exceptions. Et en matière de drone, ça sera pas différent. Il faut espérer qu'on arrive à être des exceptions qui réussissent. Mais en tout cas, les Ukrainiens fabriquent des millions de drones low cost. Si jamais l'angoisse d'un conflit à Taïwan augmente, alors les Taïwanais ils vous feront des drones par 10 millions. Il faut bien savoir que tout ça, c'est une technologie entièrement civile, en tout cas dans ces drones-là, qu'elle est très proche de la technologie du téléphone mobile, dans laquelle il y a beaucoup d'IA, il y a des puces extrêmement puissantes. Il faut savoir que le téléphone mobile, c'est une industrie qui fabrique 2 milliards d'objets dans l'année. Donc si jamais, quand ça quittera l'Europe, cette question-là, nous, les industriels européens, on va être complètement débordés. Donc le seul disons, en ce qui me concerne, si vous voulez, c'est la stratégie. C'est la stratégie de l'exception, si vous voulez. Et l'exception, elle peut arriver partout. Voilà, les drones, comme le reste de la high-tech, les chances qu'il y ait des vainqueurs européens, elles sont extrêmement faibles. Oui, je vais apporter quelques éléments de réponse. Donc la question est difficile, effectivement. Bon, les drones mâles, ils sont théoriquement un petit peu hors périmètre du J4. Je pense qu'il faut quand même être extrêmement prudent. C'est vrai qu'aujourd'hui, un drone mâle dans le ciel de l'Ukraine, c'est une cible volante. On ne sait pas de quoi demain la technologie sera faite. Peut-être que là, on arrivera à trouver des systèmes qui permettent de protéger ce type de drone, donc il faut rester prudent. Il y a aussi le rapport de la quantité. C'est-à-dire un seul drone, le prix d'un Eurodrone, il est quand même assez cher. Celui qui le crache, il va regretter de ne pas être à bord, de se cracher avec le drone. Je caricature un petit peu. Mais si on arrive à produire des drones mâles en masse, en quantité, ça peut changer la donne. Donc ça, on en revient toujours sur les problèmes d'industrialisation. On ne sait pas trop où ce chemin des drones va nous mener demain. Pour ce qui est des drones rapides, c'est justement une question que... Alors, parfois, la différence entre drone et missile, quand même, commence à devenir un petit peu ténue. Donc, en tout cas, justement, dans le cadre du pacte drone, on est en train de monter un groupe de travail dédié aux drones rapides. C'est en cours de constitution, parce qu'effectivement, on sent qu'il peut y avoir un besoin là-dessus. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et pour revenir sur les drones mâles, nos petits drones, là, effectivement, petits, ils ont des portées courtes, mais si on veut aller faire des munitions téléopérées qui frappent un petit peu dans la profondeur, il faut monter en taille. Les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Donc, on va retrouver avec des drones mâles et on va retomber sur les problèmes de construction de masse. C'est ce que font les Russes avec les Shahed iraniens. C'est ce que font aussi les Ukrainiens avec leurs drones qui tapent à plus de 1000 km dans la profondeur dans le territoire russe. Il y a une réflexion à mener là-dessus. Comme le disait tout à l'heure, le champ des possibles est infini. Donc, il faut qu'on explore et qu'on explore toutes ces pistes. Oui, et peut-être juste aussi pour compléter, donc dans la technologie des drones, encore une fois, il y a plein de choses nouvelles, mais donc, quelque part, ce qui est nouveau, c'est d'avoir en masse un objet qui ne transporte pas une personne qui peut voler. Une personne, c'est de l'ordre de 100 kg, donc quand c'est un avion, ça fait au moins 500 kg pour pouvoir porter cette personne. Quand c'est un hélicoptère, c'est plutôt une tonne. La technologie permet de mettre cette personne au sol, donc tout ce qui est entre 0 et ces masses-là, c'est des objets assez nouveaux, avec des usages qui sont assez nouveaux. Pour les objets plus gros, il y a déjà des technologies, des choses qui existent. Effectivement, on aura le système avec un pilote à distance, mais ça reste des technologies qui ressemblent à ce qui existe quand il y a une personne à bord.
Et même si vous ne posez pas la question, j'y reviens sur les drones dans l'espace. J'ai monté de l'air en venant du CNES, c'est un essaimage du CNES, et en gros, avec l'argument qu'un drone, ce n'est qu'un satellite qui vole dans l'atmosphère. Finalement, c'est un objet autonome. Et culturellement, technologiquement, c'est un avion, la personne, le pilote, les commandes en permanence, il peut en permanence agir dessus. Un satellite ou un drone, quand il va assez loin, l'opérateur finalement n'envoie des commandes que de temps en temps, reçoit des informations de temps en temps, alors sauf s'il veut des informations en temps réel sur la vidéo, mais voilà. Et donc c'est des objets qui sont assez proches, mais qui créent une nouvelle culture qui n'est pas forcément bien appréhendée, y compris par les pouvoirs publics. J'en veux pour preuve que les drones sont traités au niveau de la DGAC, dans le ministère des Transports. Or, la plupart des drones aujourd'hui ne transportent rien ni personne. C'est des objets d'observation, c'est des objets qui agissent. Et, voilà. Et donc, il y a culturellement des choses, mais parce que c'est un truc nouveau, qu'on ne sait pas bien où mettre, d'où l'intérêt au niveau de se fédérer, de se structurer, pour permettre un dialogue constructif sur ces choses nouvelles. Par rapport à la masse et à la projection des drones. Dans le domaine des drones sous-marins, ça répond à une question auquel on n'a pas complètement répondu. Pour tout ce qui est les grands fonds, quand on descend à plusieurs milliers de mètres sous l'eau, en fait, on ne parle pas de drones standards, entre guillemets. Hein. Donc, on parle de drones qui ont cette capacité à descendre, donc déjà, qui ont des volumes, des tailles et des résistances qui sont pas... qui ne font pas un produit commercial, civil, je dirais jetable, forcément. Premièrement. Et deuxièmement, effectivement, comme ils vont loin et sous l'eau, la communication se limite beaucoup avec ces engins-là. Donc il doit avoir une autonomie plus grande relativement à des engins contrôlables à plus proche distance. Et donc là, dans ces cas-là, tout de suite, le nombre d'industriels se réduit très très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de faire ça, de même qu'il y a beaucoup moins de gens qui font des avions de chasse ou des drones qui vont loin. Et nous, dans le domaine de la surface, on fait des drones qui font entre 16 mètres, qui ont 30 jours d'autonomie. Ça, un industriel quand même, je dirais lambda du drone, issu du civil complètement, ne va pas s'improviser à ça tout de suite. Hein. Donc il y a quand même des domaines d'application militaires, civils, qui font que ça limite le champ, et il n'y a que quelques personnes ou quelques industriels qui sont capables de faire. Hein, alors bien sûr, il y aura des Chinois, il y aura des compétiteurs. Il y a des compétiteurs, mais on est quand même sur certains secteurs avec des champs beaucoup plus restreints de capacité. Je voulais souligner ça, et on le maîtrise en France. En tout cas, ce volet 6000, on le maîtrise en France, je peux vous le dire.